Nous allons maintenant parler des sources de biais, donc d'être capable d'identifier la source de biais dans une étude, ou du moins les connaître pour pouvoir les minimiser, donc pour pouvoir en tenir compte dans notre analyse. Donc, il est fréquent de recourir à une étude statistique pour déterminer s'il existe un lien, une corrélation entre les variables d'une situation. Toutefois, il importe de minimiser les sources de biais ou les sources d'erreurs afin d'interpréter correctement la corrélation, donc le lien entre les variables. Donc, pour éviter les fausses interprétations, il faut en prendre certaines précautions. Donc, nous allons voir des exemples de biais, de sources d'erreurs possibles lorsqu'on fait une étude statistique. Le premier, on tente d'interpréter la corrélation, mais il y a une erreur au niveau du choix de l'échantillon. Donc, par exemple, la taille de l'échantillon pourrait avoir une influence. On dit, dans une étude statistique, un échantillon non représentatif peut entraîner de fausses interprétations des résultats. Ainsi, un échantillon de trop petite taille, donc la taille de l'échantillon, peut laisser croire qu'il existe une forte corrélation linéaire entre deux variables, alors que ce n'est pas le cas. Donc ici, on a un nuage de points qui représente le nombre de buts marqués la saison dernière et le numéro du chandail. On a 4 résultats dans notre étude et quand on regarde ça, on se dit « Wow! Plus mon numéro de chandail est élevé, il y a une corrélation, un lien parfait avec le nombre de buts marqués. Et c'est pour ça que Wayne Gretzky, avec son numéro 99, a marqué beaucoup de buts dans la saison et que Jacques Plante, avec le numéro 1, gardien de but, c'est pour ça qu'il ne compte pas beaucoup de buts. » Malheureusement, une étude statistique ici avec une seule, pas une seule, mais avec 4 données, ce ne serait pas suffisant ici pour conclure à une corrélation parfaite. La petite taille de l'échantillon, 4 données, peut laisser croire qu'il existe une forte corrélation entre les deux variables, donc les points sont pratiquement alignés, et on peut mener à des conclusions trop hâtives. Un échantillon de plus grande taille probablement nous amènerait avec une autre interprétation de la situation. Deuxième source d'erreur ou source de biais, la présence de données éloignées. Donc, parfois, quand il y a des données éloignées des autres, ça peut fausser l'interprétation des résultats de l'étude statistique. Par exemple, une seule donnée isolée ou quelques données isolées peuvent facilement laisser croire que la corrélation entre les deux variables est plus forte qu'elle ne l'est en réalité. Donc ici, on remarque mon nuage de points qui représente la somme d'argent en poche et la taille de la personne. Bien, on voit ici 2 groupes de données éloignées. Et si on tente de représenter par une droite la situation, ben on peut penser qu'il y aurait un lien quand même, pas parfait, pas très fort, mais un certain lien moyen en faisant passer ici une droite là. Par contre, si on vient annuler les données ici éloignées, on voit un nuage qui est presque circulaire, qui n'a pas de tendance à la croissance ou à la décroissance. Donc, une corrélation probablement très faible ou presque nulle. Donc, si on considère l'ensemble des données, on peut croire justement qu'il existe un certain lien entre les variables. Or, en faisant abstraction, donc en enlevant les données éloignées, ben, on voit seulement le nuage ici et la corrélation est très faible, voire presque nulle. Donc, la présence de données éloignées peut fausser notre interprétation. Une autre source de biais, la présence de 2 groupes dans l'échantillon. Donc, la présence de 2 groupes de données peut laisser croire que la corrélation linéaire de l'ensemble des données est plus forte qu'elle ne l'est en réalité. Encore une fois, ici, donc on prend le temps de course du 100 mètres et le résultat obtenu au lancer du poids. On a un premier groupe ici, puis un deuxième ici, deuxième groupe. Donc, si on les prend de façon séparée, on se dit, ben, il n'y a pas de lien, mais si on dit, ah, ça forme à peu près 2 groupes distincts comme ça, et je pourrais tracer une droite, donc je pourrais avoir une certaine corrélation linéaire entre les deux. Ben, pris ensemble, les 2 groupes laissent croire qu'il existe une certaine corrélation, mais examinés séparément, ben, on peut penser nul, et nul ici à peu près comme corrélation. Donc, quand on sent qu'il y a 2 groupes distincts, ça peut amener une source de biais
dans l'interprétation. Encore une fois, depuis le début du chapitre, on parle de corrélation linéaire. Il pourrait y exister d'autres liens qu'on n'a pas vus encore là, dans notre cheminement mathématique, qui n'est pas une droite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, mais il n'y a pas nécessairement de corrélation linéaire. Donc, certaines études permettent de conclure aisément une corrélation linéaire nulle. Dans les faits, ici, il n'y a pas de corrélation linéaire. On ne peut pas tracer une droite. Cependant, il ne faut pas croire rapidement qu'il n'y a aucune corrélation entre les variables. Ici, la corrélation peut être non linéaire. Ici, on a une courbe. Donc, dans l'exemple ci-contre, le nuage de points a une forme qui s'approche d'une parabole. Donc, ce serait une fonction du deuxième degré. Il y aurait une corrélation quadratique. Donc, une corrélation quadratique, ce serait du deuxième degré. Donc, aucune corrélation linéaire, mais pourrait être représentée par une équation de la forme ax carré, par exemple. On continue maintenant. Donc, la dernière source d'erreur, quand on vous parlait de nuages de points et de choix d'échelle et de méthode du rectangle, ben, ici, le choix de l'échelle dans la représentation graphique peut avoir une influence sur notre appréciation ou ce qu'on croit du coefficient de corrélation linéaire. Donc, on peut faire croire que le coefficient de corrélation linéaire est plus élevé qu'il ne l'est en réalité en modifiant le pas de graduation. Donc, quand je regarde ici le nuage de points ici, puis le nuage de points ici, ben, on sent que si on utilisait la méthode du rectangle pour pouvoir englober nos nuages de points, donc rapidement, la méthode du rectangle, c'est de tracer la droite de régression qui représente le nuage de points. Une fois ma droite de régression faite, on vient englober nos données par le rectangle le plus petit possible. Oups, désolé. Comme ceci. Comme ça ici. Comme ça ici. Et ici, ben, notre méthode du rectangle nous amène à avoir un rectangle qui est beaucoup plus étroit. Donc, droite de régression et nuage, ma foi, si on essaie de le tracer, on sent qu'il est beaucoup plus étroit pour faire notre méthode du rectangle. Donc, puisque notre rectangle est beaucoup plus étroit, bon, on pourrait conclure ici que le coefficient de corrélation est plus grand dans ce cas-ci. Donc, la corrélation linéaire semble beaucoup plus forte dans le graphique ici. Donc, elle semble beaucoup plus forte dans ce graphique-là que dans le graphique ici, malgré qu'on sent quand même qu'il y a un lien. Ici, les points sont presque parfaitement alignés. Cependant, il s'agit de la même distribution. Qu'est-ce qui se passe? On a seulement joué ici avec la graduation. Regardez ici. Graduation par 1, graduation par 20. Les points se sont rapprochés ici les uns des autres. Donc, ça peut entraîner une interprétation erronée de la corrélation et du coefficient de corrélation. Donc, toujours être prudent avec les représentations graphiques et être prudent aussi avec les méthodes du rectangle, qui sont des approximations. Et quand on compare des corrélations entre elles, s'assurer d'avoir le même pas de graduation pour pouvoir les comparer. Donc, faire attention ici, donc nos dernières sources d'erreurs ou de biais, le choix de l'échelle justement dans la représentation graphique, du moins être conscient des limites de la méthode du rectangle.